Alors bonjour, bienvenue à ce 14e cours de littérature française des 17e et 18e siècles, consacré aujourd'hui à Rousseau, de la critique des Lumières au projet de société. C'est notre dernière rencontre avant l'examen final. Écoutez, on arrive au terme d'un marathon de 30 semaines. Pour ceux qui me suivent depuis l'automne, ceux qui ont commencé avec moi en création littéraire ou en littérature du Moyen Âge à la Renaissance, et plus encore pour ceux qui étaient avec moi au trimestre d'hiver 2020 où on a dû s'interrompre au mois de mars, bien sûr, pour terminer la session tout en virtuel dans le cadre du cours Théâtre antique et son héritage moderne. Eh bien, c'est tout un parcours, hein, c'est tout un parcours qu'on a dû accomplir ensemble. Je suis à la fois soulagé à la perspective d'arrêter, mais aussi un petit peu navré. C'est que j'ai pris plaisir, néanmoins, malgré tout, à vous retrouver comme ça de semaine en semaine, à vous voir depuis que je peux afficher vos visages. Là. Je suis très content de pouvoir vous voir la bête un peu. Je réalise qu'il y en a parmi vous que je n'ai jamais rencontré encore en présentiel et ça me désole, mais je me console en me disant que l'université nous a communiqué encore son intention ferme de commencer le trimestre prochain en présentiel, pas en bimodal, pas en virtuel, mais tout en présentiel. Donc, je me réconforte à l'idée de vous retrouver à cette occasion. Et aussi, ben, trop navré de vous quitter si rapidement. L'idée m'est venue de peut-être cet été, si vous êtes d'accord, et vous pouvez manifester votre approbation avec un like au bas du vidéo sur YouTube, si vous êtes d'accord, enregistrer des capsules qui seraient quelque chose comme les carnets du prof en vacances, où je pourrais me permettre de me livrer, de laisser libre cours à mes digressions finalement, chose que j'ai essayé d'éviter de faire dans le cadre des cours en virtuel. Alors, vous vous demandez comment j'ai fait pour me contenir en bas de 2 heures, de semaine en semaine. Ben, c'était en renonçant à toutes ces anecdotes, ces trésors d'anecdotes que j'avais envie de vous communiquer, que je brûlais de partager avec vous et que je pourrais partager dans un contexte un peu plus relax, estival, dans un décor intérieur, en me promenant dans la maison, etc., etc. En tout cas, si ça vous intéresse, ça va être sur YouTube éventuellement et vous pourrez me retrouver donc en vacances, détendu et relaxé, dans des petites capsules de 5 à 10 minutes là, que je me promets d'enregistrer parce que je m'ennuie trop de vous. Alors, j'espère vous retrouver dans les commentaires ou en tout cas dans les échanges qu'on pourra avoir au retour lorsque le trimestre reprendra en présentiel. Je voulais aussi vous avertir qu'au terme de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous sortir de la grotte parce que vous savez, on est dans un cadre un petit peu illusoire. Là. On est un peu dans la grotte de Platon depuis le début que je fais semblant qu'on est en classe et que je vous invite à vous asseoir et à regarder la présentation. Bien, au terme de cette présentation, je vais faire ce qu'on appelle sur Internet un reveal et je vais vous montrer le véritable intérieur qui est derrière moi. Alors, vous allez être choqués peut-être de voir qu'on n'est pas vraiment dans une classe. Je vais démonter devant vous mon écran vert et puis c'est comme ça qu'on va clôturer la période aujourd'hui. Ça va être spectaculaire. Non, mais ça va être sympathique à tout le moins. Alors, c'est ce que je me propose de faire pour égayer un peu la présentation d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, on reste dans notre caverne. On reste dans l'illusion qu'on est en classe ensemble à l'UQAC et je vous invite à vous asseoir, à prendre place parce qu'on va commencer la projection sur l'écran derrière moi. Alors, le cours d'aujourd'hui donc est consacré à Rousseau. Il nous fallait bien y venir un jour. Et c'est pas un hasard si on se retrouve devant le musée Jean-Jacques Rousseau, justement. Alors, c'est la résidence de Mont-Louis, près de Montmorency, où il a séjourné une bonne partie de sa vie. C'est là qu'il a écrit le contrat social, notamment, l'Émile, dont on va parler aujourd'hui. Donc, quelques textes vraiment déterminants pour son œuvre. Ce n'est pas là où il est mort. On va voir un peu plus tard l'endroit en question. Et je ne vous gâche pas le punch, je ne vous dis pas quand et dans quelles circonstances, mais sachez que c'était un lieu de résidence qu'il affectionnait beaucoup, où il a écrit donc une bonne partie de son œuvre. Alors, c'est aujourd'hui converti en musée, musée Jean-Jacques Rousseau, et si on franchit la barrière qui est derrière moi, voici ce qu'on voit. On voit la maison comme ça de derrière, en fin de compte. Si je me tasse un petit peu, vous allez voir à quoi ça peut ressembler. C'est assez modeste si on compare ça au château de Voltaire. C'est qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Jean-Jacques Rousseau est né fils d'horloger.
Il perd sa mère en couche, en fait, ou presque. Quelques jours après sa naissance, elle meurt d'une infection. Et il va être brinque-ballé d'un parent à l'autre pendant toute son enfance et va pas jouir d'une fortune colossale. Il va devoir travailler toute sa vie pour assurer sa subsistance. Et même s'il a des amis, des alliés puissants, cette maison, une maison avant celle-là qu'il habitait, l'Ermitage, avait été prêtée par Madame d'Épinay, vous savez, celle qui tenait salon et qui le recevait. Alors, il jouit parfois de ses avantages, mais sinon, c'est un citoyen ordinaire là, qui doit payer pour vivre, qui doit payer son loyer pour vivre. Alors, littérature française des 17e, 18e siècle, cours 14, la critique des Lumières au projet de société, c'est le titre officiel. On va parler d'abord de l'œuvre de Rousseau. Et on va voir que son œuvre, elle commence un peu tardivement, parce qu'on a l'impression que Rousseau est un écrivain depuis toujours, mais il n'a pas toujours écrit. Il a commencé comme maître de musique, en fait. Et si je n'avais pas peur que YouTube censure mon vidéo en France à cause des droits d'auteur, j'aurais ajouté quelques pièces musicales, je vous aurais fait entendre la musique de Rousseau, mais je vous invite à en prendre connaissance par vous-même, aller sur YouTube, aller sur Spotify éventuellement, entendre quelques pièces de Jean-Jacques Rousseau. C'est intéressant quand même de savoir que c'était d'abord, avant d'être un auteur, un musicien et qu'il considérait que c'était une partie vraiment importante de son œuvre. Il était très fier de ce qu'il avait fait. Il a produit notamment des pièces qui ont été présentées devant le roi, Louis XV, à l'opéra, devant Madame de Pompadour aussi, et aurait pu être pensionné par le roi s'il avait eu le courage de se présenter devant lui le lendemain de son succès, ce qu'il n'a pas fait. Mais bon, ça, c'est Jean-Jacques et les mauvais choix qui jalonnent toute son existence. Alors, le deuxième point va être épuisé assez rapidement, c'est du contrat social. On va en dire quelques mots, mais les chansons que votre dissertation est déjà complétée. Alors, ça arrive un peu sur le tard et je m'en excuse, là, mais il fallait organiser beaucoup de matière. Je sais que certains ont choisi de travailler là-dessus et que vous devez rendre votre copie avant la fin de la journée. C'est un peu court, mais j'espère en tout cas dire quelques mots pertinents pour vous. Néanmoins. Et enfin, préparation à l'examen. Alors, le big reveal là, va intervenir après le contrat social. Là, on va sortir de la classe et puis on va discuter entre nous de la préparation à l'examen. Je vais fermer l'enregistrement à ce moment-là. Ça va être juste entre nous. Vous pourrez poser des questions librement et je vais révéler aussi quelques trucs qui sont susceptibles de se retrouver dans l'examen. Et répondre vraiment là, à toute interrogation sur les aspects logistiques de l'envoi du document en question et aussi à quoi ça va ressembler au niveau des questions. Alors voici, on peut commencer avec le premier point qui nous mène à Vincennes. Où on peut dire que la carrière littéraire de Rousseau débute véritablement. Et on réfère à cet épisode-là souvent par l'expression « l'illumination de Vincennes ». C'est en se rendant à Vincennes, au château de Vincennes, à la prison en fait, pour visiter son ami Diderot, que Rousseau va avoir une intuition fulgurante qui va profondément infléchir le cours de son existence. Et c'est là qu'il va devenir, de son propre aveu, véritablement un auteur. Alors moi, qui à l'époque où j'ai découvert dans la bibliothèque de mon père les livres de Rousseau et de Diderot, j'avais commencé à lire les Confessions, j'avais les Rêveries du promeneur solitaire et j'avais lu Diderot. Je me suis rendu à 18 ans pour la première fois en Europe pour visiter plein de choses, entre autres, mais notamment Vincennes. J'avais décidé d'aller visiter Vincennes parce que je savais non pas que c'était le séjour des rois de France, non pas que Louis XIII y avait été gardé en sécurité après l'assassinat de son père et y était demeuré pendant une partie de son enfance. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir la cellule où Diderot avait été enfermé et où il avait reçu la visite de Jean-Jacques Rousseau. Parce que je venais de découvrir ces deux auteurs-là et j'avais lu qu'ils avaient donc eu cette conversation-là. Et pour moi, c'était un lieu de pèlerinage incontournable. Il fallait que j'aille me rendre à cette prison de Vincennes. Bon, j'ai encore des problèmes avec la technique, mais j'espère que ça va se régler plutôt plus tard. Alors, je joue avec mes paramètres en même temps que je vous parle. Donc, je me rends là pour m'inspirer un petit peu
cette ère qui a fourni cette institution fulgurante à Rousseau. Et puis, attendez, je vais faire une pause. Alors, problème technique réglé, espérons-le. Donc, je me rends à Vincennes parce que je voulais voir cette cellule et je me prends à imaginer un peu à quoi dû ressembler cet entretien qui est rapporté par Rousseau dans une lettre envoyée à Malesherbes. Le même Malesherbes qui a sauvé l'encyclopédie à plusieurs reprises. Alors, vous vous souvenez, c'est ce magistrat qui est intervenu, qui a protégé Diderot. Et qui a permis au projet de continuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, Rousseau va en parler donc à Malesherbes. Il va détailler tout ça dans une lettre un peu plus tard. Je vous lis un petit peu de quoi il s'agit. J'avais dans ma poche, alors qu'il rend visite à Diderot, donc, j'avais dans ma poche un Mercure de France. C'est un journal de l'époque, très important, que je me mis à feuilleter le long du chemin. Je tombe sur la question de l'Académie de Dijon. Il y a l'Académie de Dijon qui organise un concours à cette époque-là et c'est assorti d'un prix et tout. C'est l'occasion de se faire valoir, de se faire connaître comme auteur éventuellement, qui a donné lieu à mon premier écrit. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de 1000 lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête, prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Une violente palpitation m'oppresse, soulève ma poitrine. Ne pouvant plus respirer et marchant, je me laisse tomber sur un des arbres de l'avenue et j'y passe une demi-heure, dans une telle agitation qu'en me relevant, j'aperçus tout le devant de ma veste, mouillé de mes larmes, sans avoir senti que j'en répandais. Alors, ce qui me frappe dans ce texte, c'est la sensibilité à fleur de peau de Rousseau. C'est pas pour rien qu'on le voit comme un précurseur du romantisme. Vous voyez bien comment la sensibilité est omniprésente sous sa plume. Il en sue, il en pleure, il a mouillé sa veste tellement il est ému par les circonstances de cette illumination, de cette intuition qu'il a et sur laquelle il continue de s'expliquer. Oh, monsieur, si j'avais jamais pu écrire le quart de ce que j'ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon naturellement, et que c'est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. Idée vraiment importante et sur laquelle on va revenir souvent aujourd'hui. Tout ce que j'ai pu retenir de ces foules de grandes vérités qui, dans un quart d'heure, m'illuminèrent sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les 3 principaux de mes écrits, savoir ce premier discours, celui sur l'inégalité, et le traité de l'éducation, lesquels 3 ouvrages sont inséparables et forment ensemble le même tout. Tout le reste a été perdu et il n'y eut d'écrit sur le lieu même que la prosopopée de Fabricius plutôt. Voilà comment, lorsque j'y pensais, le moins, je devins auteur presque malgré moi. C'est-à-dire que Rousseau, même s'il a écrit quelques articles pour l'encyclopédie à cette époque, n'avait pas l'ambition de devenir un auteur. Il se considérait comme un musicien, il faisait toutes sortes de petits boulots, et notamment comme précepteur, mais ça n'avait jamais été son ambition de devenir écrivain. Il admirait profondément Voltaire, d'Alembert, Diderot, mais il ne se voyait pas comme étant de taille à se mesurer à ceux-là. Et tout d'un coup, il a cette intuition fulgurante qui va le donner à connaître finalement, le mettre sur la map et faire de lui un auteur. Et ça va lancer véritablement sa carrière littéraire. Alors, Rousseau va discuter de cette idée qu'il a eue avec Diderot, qui est emprisonné. Et même si Rousseau n'a pas la même explication, Diderot nous a raconté que c'est lui qui lui avait suggéré de prendre le parti contraire de la question qui était posée, à savoir, si les arts et les sciences ont contribué au progrès de l'homme, finalement. Rousseau va saisir l'idée que lui propose Diderot en disant, ben oui, OK, je vais faire ça, je vais prendre le contre-pied de l'évidence, c'est-à-dire que c'est évident que les sciences et les arts ont contribué au progrès
le renouveau de tout ça, la Renaissance, entre autres, a contribué au progrès et au bonheur. Et il prend le parti, donc, de dire le contraire. Et c'est ce qui va lui permettre de se démarquer au concours, puisque tout le monde a pris le parti de dire l'évidence, et de se faire remarquer jusqu'à devoir gérer les quelques 40, 49, 50 réponses qui vont suivre. Il y a des gens qui vont publier des pamphlets, des ouvrages pour critiquer la position de Rousseau. Et le fait qu'il s'emploie à répondre aux uns et aux autres va contribuer à lui donner encore plus d'importance. Tant d'interlocuteurs qui, tout d'un coup, là, veulent en découdre avec Rousseau, lui qui, avec sa plume d'une éloquence extraordinaire, entreprend de répondre à chacun, ça va vraiment lui donner une visibilité sans précédent et établir durablement sa carrière littéraire. Alors, Rousseau voit soudain donc le succès du discours sur les sciences et sur les arts infléchir son destin. Il y avait beaucoup d'écrivains avant lui, là, pour être sincère, qui avaient déjà dit qu'une vie rude, simple et conforme à la nature, comme il la défend, il l'illustre dans son texte, était susceptible de nous mener au bonheur et à la vertu. Et que les peuples civilisés sont souvent corrompus et détruits par le luxe notamment et leur complaisance. Alors, ce n'est pas neuf tout à fait ce que dit Rousseau ici. Mais en 1750, il s'inscrit quand même à contre-courant des autres auteurs des Lumières. L'opinion suit plutôt Voltaire à l'époque, qui, dans ses lettres philosophiques, dont on a parlé il y a quelques cours, puis dans Le Mondain, publié en 1736, illustrait la réaction contre l'ascétisme du règne finissant de Louis XIV. Alors, il y a eu une espèce de volonté de rompre avec la morosité de la fin du régime de Louis XIV. Et ça explique cet appétit pour le bonheur, cet enthousiasme, cet optimisme qui marque les Lumières, en tout cas sous Voltaire. Et Rousseau, lui, non, voit pas les choses de la même manière. Une vision un peu plus sombre des circonstances contemporaines. Que ces autres auteurs qui célébraient donc les bienfaits du luxe et qui prônaient une conception plutôt épicurienne de la vie. Alors, il présente les choses autrement et ça lui profite parce que, bien sûr, ça engage le dialogue avec les grands esprits du temps et il montre qu'il est capable, qu'il est parfaitement capable de rivaliser avec tout un chacun. Il est capable de tenir son bout et de défendre son idée jusqu'à son terme. Alors, l'encyclopédie va bientôt considérer comme acquise l'idée que le progrès des arts et des sciences conduit l'humanité au bonheur. Voltaire n'est pas le seul à croire ça. Les encyclopédistes comme Diderot, d'Alembert et la plupart des contributeurs sont aussi gagnés à l'idée que le progrès existe et que c'est ce qui va nous mener au bonheur. Alors, quand Rousseau oppose la civilisation et la vertu, pour lui, c'est deux choses incompatibles. On ne peut pas être vertueux et civilisé. Qui dit civilisation dit renoncement à la vertu d'une certaine façon. Il va apparaître comme un auteur à paradoxe. Sur le coup, on ne sait pas trop si on doit le prendre au sérieux, surtout Diderot qui lui a soufflé l'idée, s'en fait pas trop avec ça, mais plus le temps avance, plus il va s'attacher à cette idée-là. Et ce n'est pas juste pour gagner un concours, il en devient profondément convaincu que la civilisation a corrompu l'homme, que l'homme est bon naturellement et que c'est la société qui le pervertit en fin de compte. Alors, on pourrait penser que c'était un coup de gueule, une provocation ou le fait d'un esprit misanthrope. Non, c'est une conviction profonde qui se développe en lui et à laquelle il reste attaché pour le reste de ses jours et qu'il va développer dans plusieurs ouvrages. Les contemporains vont être en désaccord avec lui pour la plupart, en fait, chez les encyclopédistes, c'est certain, mais vont apprécier néanmoins la chaleur et l'enthousiasme de l'écrivain. On ne peut pas lui reprocher de dire les choses froidement. Il est passionné, il est engagé, il est engageant. C'est un plaisir extraordinaire de lire Rousseau et même ses adversaires reconnaissent l'élégance de son style. Il n'y a personne qui trouve à redire, même si pour certains, ça peut sembler extrêmement égocentrique, les postures qu'il assume tour à tour dans ses écrits, et on a trouvé à lui reprocher, c'est certain, on n'écrivait pas si librement à propos de soi, comme il l'a fait, et il a pu le faire dans ses confessions à l'époque, mais on reconnaît quand même le génie incontestable de l'écrivain.
Alors, son éloquence est nourrie d'une culture antique qu'il a parfaitement assimilée et dont le 18e siècle commençait à se détourner. Vous connaissez l'issue du combat entre les anciens et les modernes. Vous savez que c'est les modernes qui l'ont emporté. Eh bien, si Rousseau avait vécu à l'époque de cette querelle, s'il avait participé à cette querelle, il aurait pris le parti des anciens, très clairement. Lui, ses références sont toutes anciennes. Son idéal de république, c'est la vieille république romaine. C'est pas l'Empire, c'est Sparte plutôt qu'Athènes. Et ses fréquentations livresques sont les auteurs de l'Antiquité, Tite-Live, Tacite, Plutarque, alors les doxographes aussi. Donc, il faut voir à quel point cet esprit, finalement, révolutionnaire à certains égards, est un grand conservateur au fond. Alors, son éloquence étonne les lecteurs de l'époque, habitués à admirer plutôt la finesse de l'esprit, le mot assassin, comme Voltaire sait si bien les envoyer, les adresser. Mais l'opinion publique est donc sensible aussi à la sincérité et à la conviction entraînante qu'on retrouve dans le style de Rousseau. Qui sont perçus comme le reflet d'un cœur sincère et authentique et d'une véritable conscience. On a le sentiment, en lisant Rousseau, qu'il a à cœur le bien de l'homme et qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour illustrer ses idées. Alors, c'est quelque chose qui nous le rend éminemment sympathique. Je vous l'ai déjà dit par le passé, quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, il y avait une clique dominante, c'était les gens les plus nombreux, là, qui adoraient Voltaire et qui ne manquaient pas une seule occasion de se moquer de Rousseau. Et même en classe, ouvertement, les professeurs ridiculisaient Rousseau. Et très tôt, là, dans mon parcours, j'avais été frappé par ça parce que moi, j'avais connu les deux, j'avais lu les deux à la même époque et mon cœur balançait, j'aimais les deux presque également et fatalement, avec ce parti pris contre Rousseau, il m'est venu l'envie de me solidariser davantage de lui que de Voltaire et j'étais toujours dans le camp des rousseauistes qui défendaient Rousseau contre les partisans de Voltaire. Il y a encore un peu de ça aujourd'hui. Il y a encore chez les 18e des partisans indéfectibles de Voltaire et normalement, ceux-là ne peuvent pas piffer Rousseau. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble qu'on pourrait les aimer les deux également, mais il semble qu'il faille prendre parti. Imaginez-le. Alors, si je dois prendre parti, mon cœur est plutôt du côté de celui qui a condamné l'esclavagisme que celui qui était propriétaire d'une compagnie d'esclaves. Et c'est Rousseau, bien sûr, qui était du côté de ceux qui condamnaient l'esclavagisme. Alors, on passe à la diapositive suivante. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, lui, qui date de 1755, se demande si l'inégalité est autorisée par la loi naturelle. C'est le sujet donc de ce texte et c'est le sujet en fait du nouveau concours proposé par l'Académie de Dijon en 1753. Alors, vous souvenez que Rousseau a commencé sa carrière d'auteur en participant une première fois à ce concours de l'Académie de Dijon. Ça l'a mis sur la map. Il jouit d'une réputation considérable et il veut refaire un peu le même coup avec ce deuxième concours en 1755. En fait, c'était en 1753, celui-là, le concours a eu lieu en 1753, mais il publie son texte en 1755 sur cette question, donc, est-ce que l'inégalité est autorisée par la loi naturelle? Rousseau est maintenant convaincu que celui qui voudra séparer la morale et la politique ne comprendra jamais rien ni à l'un ni à l'autre. Alors pour lui, c'est inséparable, les enjeux de morale et de politique, et il va asseoir son discours sur ce principe. Il ne se limite pas dans ce texte à déclamer contre la dégénérescence ou la dégradation des hommes. Au contraire, pour lui, l'homme est naturellement, fondamentalement bon. Et c'est avec la société qu'apparaît le mal, identifiable notamment par l'inégalité. Alors, du moment que les hommes entrent en relation les uns avec les autres, qu'ils font société, apparaissent des inégalités. Alors, il y a des inégalités naturelles, il va distinguer les deux.
des inégalités qui sont le fait de l'âge, par exemple. Un homme qui a beaucoup vécu a plus d'expérience qu'un jeune, ça va de soi. Il y a des gens qui sont plus forts que les autres. Il y a des gens qui sont nés chétifs, d'autres plus costauds. Alors, ça va de soi aussi. Il existe des inégalités naturelles. On serait fou de ne pas le reconnaître. Mais il existe aussi des inégalités sociales qui sont profondément injustes et qui font que certaines personnes se permettent d'abuser des autres, se donnent tous les droits et exploitent finalement leurs congénères. Alors, il condamne ce principe, bien sûr. Alors, cette fois, cette publication est vivement critiquée. Alors, il y avait eu des critiques, mais polies pour son premier essai. Là, il va être pris à partie, notamment très violemment, par Voltaire. Voltaire, que Rousseau, à cette époque, admire vraiment de tout son cœur. Alors, imaginez quand l'homme que vous admirez de tout votre cœur vous prend à partie et vous ridiculise sur la place publique, ça fait mal. Et ça va être le début d'une inimitié entre les deux qui va durer toute leur vie. Inimitié qui va aller très loin, vous allez le voir. Et Voltaire n'est pas commode avec Rousseau, qui a la santé fragile. C'est étonnant qu'il ne l'ait pas rendu complètement fou à lui seul. En tout cas, c'est pas faute d'avoir essayé. Il a essayé plus souvent qu'à son tour. Alors, il écrit notamment dans une lettre datée du 30 août 1755, « J'ai reçu », alors c'est destiné à Rousseau, c'est Voltaire qui signe, « J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. » Rousseau n'écrit pas contre le genre humain, il veut juste expliquer l'origine des inégalités chez les humains. Et Voltaire poursuit, « On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » Et la lettre est à l'avenant, la suite est à l'avenant. Il continue de ridiculiser Rousseau et de dire, ben oui, qu'est-ce que vous proposez, qu'on revienne à l'état sauvage? Parce que l'homme était heureux à ce moment-là, puis bien sûr, la société a tout gâché. Il faudrait qu'on renonce à vivre en société. C'est quoi l'idée? Et il va ridiculiser complètement la thèse de Rousseau. Qui, ma foi, avait bien du bon sens. Là. Mais on va s'attarder à l'interprétation que Voltaire en a faite, en a donnée, et on va stigmatiser le pauvre Rousseau qui est mal compris, du coup. Alors, la thèse de Rousseau est que l'homme n'est pas naturellement un être sociable. Son état de nature, son état sauvage, ce n'est pas nécessairement d'entrer en relation avec les autres. Il le fait non pas du fait d'un instinct, mais par une sorte de fatalité qui l'oblige à s'associer aux autres s'il veut protéger sa liberté. Parce que sa nature est d'être libre et la société des hommes menace par ses institutions, et notamment la guerre, sa liberté, et il doit s'associer aux uns et aux autres pour chercher protection et admettre éventuellement un souverain qui va le protéger contre les autres et se doter de lois, enfin, faire en sorte que la société ait des lois pour protéger des abus des uns et des autres. Parce que du moment qu'on entre en société, commencent bien sûr les inégalités. Alors, c'est ces idées-là qu'il défend. Ce n'est pas l'idée que l'homme n'a jamais été aussi heureux que dans son état primitif à l'époque des hommes des cavernes. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il n'appelle pas un retour à l'homme des cavernes. C'est vraiment pervertir ses idées que de prétendre ça. Il dit simplement que ça ne va pas de soi, la société, et que la société est génératrice d'iniquité. Et c'est tout à fait défendable. Vous avez la première partie du discours qui décrit l'état de nature antérieur à l'institution de la société. Alors, il essaie d'imaginer par la pensée, c'est une hypothèse scientifique, c'est une démarche heuristique. Il essaie de s'imaginer à quoi ressemblait la vie avant que les hommes fondent des villes, des lois, des institutions, des castes, des hiérarchies, un système qui nous met à la merci d'un suzerain éventuellement, auquel on doit tout finalement, et lui qui ne nous doit pas grand-chose, sinon peut-être la sécurité, la protection de nos vies. Alors, il réfléchit donc à cet état de nature. Cet état, pour lui, constitue un stade de bonheur et d'équilibre. Donc, il imagine un temps où l'homme était naturellement heureux et vivait conformément aux lois de la nature de manière équilibrée. Mais cet état n'existe plus.
et peut-être qu'il n'a jamais exactement existé non plus comme on l'imagine. Il n'y a peut-être pas eu de période idyllique, en tout cas qui a duré longtemps, parce que rapidement, on a dû entrer en relation les uns avec les autres. Et peut-être qu'on n'arrivera jamais à revenir à ce bonheur et à cet équilibre primitif. Parce que les choses ont profondément changé et puis c'est impossible de rompre tout à fait avec la société, même si Rousseau a essayé plus souvent qu'à son tour. Mais cet état de nature sert quand même de référence pour mesurer l'éloignement plus ou moins grand de l'homme social par rapport à son origine naturelle. Alors, ça devient une espèce de concept qui nous permet de mesurer. On présume qu'il y a eu un moment dans l'histoire où l'homme était laissé libre à lui-même et on le met en rapport avec ce qu'on connaît, donc l'homme social, et on essaie de voir qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu à travers ça. Et aussi, on s'interroge sur la norme pour apprécier au plan moral la dégradation de l'homme en société. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand il est entré en relation avec les uns et les autres? Comment est-ce que ça a pu contribuer à son déclin, finalement? Déclin au niveau de la vertu, au niveau de la morale, parce que Rousseau ne nie pas le progrès, ne nie pas que les techniques ont évolué, que les sciences nous ont menés à pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement, à connaître le monde. Il nie pas ça. Il dit juste que ce progrès scientifique ne s'est pas accompagné par un progrès moral. Ça n'a pas rendu l'homme meilleur. Il n'est pas bon pour autant, du fait de sa plus grande maîtrise des sciences et des connaissances. Alors, la seconde partie du discours étudie le moment où apparaît le mal, c'est-à-dire l'inégalité, parce que c'est ça qui frappe Rousseau comme étant gravissime, c'est cette inégalité artificielle qui n'avait pas lieu d'être entre les hommes. Alors, il admettait, bien sûr, cette idée d'inégalité de force, de moyens, de capacité, ça va de soi, mais une inégalité qui repose sur un principe aussi bête que celui-ci. Le premier qui, dit Rousseau, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Effectivement, il faut s'imaginer qu'un jour, quelqu'un a dit « Hey, tu es sur mon terrain, tu n'as pas d'affaires ici. » là. Et que l'autre qui a accepté ça, qui a dit « Ah oui, pardon, excuse-moi, je ne savais pas » et qui s'est laissé intimider, il faut s'imaginer que ça, c'est le début de la société civile et des inégalités. De quel droit est-ce que quelqu'un a pu s'approprier un territoire, dire « il est à moi, tu n'as pas d'affaires ici, tu n'y as aucun droit », et de quel droit cet autre a concédé et a accepté de s'assujettir donc à un rapport inégalitaire. C'est le début du mal, justement. Ça commence là, les problèmes pour l'homme. L'homme est dénaturé, du coup, par ce rapport inégalitaire. Et l'état de guerre que ça va entraîner éventuellement suscite l'institution de la société par un pacte d'association réalisé au profit des riches. Alors, pour assurer sa sécurité dans cette société inégalitaire, il va être amené à chercher la protection des puissants et donc des riches. Et ceux-ci vont demander en échange, bien sûr, son service, sa fidélité, sa loyauté, des corvées, etc., etc. Et tout ça va servir à l'essor d'un système qui va devenir de plus en plus inégalitaire et qui va donner de plus en plus de pouvoir aux riches, qui au départ étaient des hommes comme les autres, mais qui vont profiter du fait qu'ils sont peut-être en mesure effectivement de protéger par leur puissance, par leur robustesse, sont capables d'apporter protection et auprès de qui on va chercher refuge. Donc, ils vont devenir de plus en plus puissants et cette puissance va devenir héréditaire, va être transmise à travers des titres et va être acceptée comme un état de fait contre lequel on ne peut rien. Alors, on finit par admettre un système de rois, de seigneurs, de suzerains auxquels on doit corvée, loyauté, impôts et tout, puis ça va de soi. Mais ça n'allait pas de soi. C'était pas comme ça au début, là. Si on réfléchit à l'état de nature, il n'y avait pas d'hommes qui commandaient aux autres hommes comme ça. Alors, comment on s'est laissé embrigader comme ça? Par désir d'aller chercher
une certaine sécurité, d'aller chercher la protection. Et ceux qui étaient en mesure d'assurer cette protection-là, c'était ceux qui avaient les moyens financiers notamment, de lever des armées, d'acheter des armes, des équipements qui pouvaient protéger leurs sujets. Alors, Rousseau parle donc d'un espèce de pacte social, pacte d'association qui n'est pas nécessairement formel. Personne n'a signé un contrat à l'origine pour dire, OK, voilà, je suis votre sujet désormais en échange de votre protection. Mais tranquillement, c'est comme ça que ça s'est formulé. Ce pacte informel s'est formalisé avec le temps. Rousseau le condamne, ce pacte, comme illégitime et va vouloir proposer à sa place un vrai contrat. Et là, vous voyez venir déjà en germe l'idée du contrat social auquel il va travailler plus longuement par la suite, au terme duquel contrat, le peuple doit exercer directement sa souveraineté. Alors, c'est la grande idée du contrat social, c'est que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui devrait décider pour le peuple et non pas des hommes qui se sont mis au-dessus de la mêlée, qui se sont élevés par différents moyens, et notamment par le pouvoir de l'argent, au-dessus des autres et qui ont dit non, vous allez m'obéir et à moi seul. Là. Et c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Alors, il réfléchit à ça et c'est profondément inique et le seul moyen de renverser ça, ce serait de redonner au peuple la souveraineté, finalement. Et l'idée n'est pas tout à fait neuve, on la retrouvait déjà chez Jean Bodin à la Renaissance, mais il va l'affirmer avec force et conviction, et ça va gagner beaucoup les révolutionnaires. Alors, il y a plein de débats aujourd'hui, au 20e siècle aussi, notamment, sur la question, est-ce que Rousseau a eu tant d'incidence sur la Révolution française? À l'époque de la Révolution française, on est convaincu que oui, en tout cas. Si on lit Mirabeau, si on lit Danton, si on regarde à quel point on citait à profusion Rousseau dans la période révolutionnaire, c'est clair que les idées de Rousseau ont été déterminantes. Mais les intellectuels du 20e siècle ont discuté en disant « Ah, mais le contrat social n'avait pas été lu tant que ça, ou si on l'avait lu, on ne l'avait pas compris ». Moi, je suis du camp de ceux qui pensent que Rousseau a eu une incidence déterminante sur l'Évolution française, même si ce n'est pas évident partout, même si on n'a pas toujours des preuves claires. Il y a des témoignages trop nombreux, contemporains, qui montrent à quel point on avait en tête ces idées illustrées dans ce discours, mais aussi dans le contrat social, lorsque notamment on va se doter d'une charte des droits de l'homme où Rousseau est directement évoqué là, à l'article 6, si je me souviens bien. Alors, il y a là pour moi un rôle déterminant dans l'évolution politique du siècle. On en vient à un autre texte important, c'est la lettre à d'Alembert sur les spectacles. Vous vous souvenez des circonstances un petit peu. Rousseau rédige une longue réfutation de l'article Genève. Ça a été l'occasion d'une brouille entre les deux, brouille durable, brouille qui a profondément heurté et blessé Jean Leron d'Alembert. Ça l'a vraiment fâché de voir que Rousseau, qui était un collaborateur, un ami, lui fasse un procès populaire et que tout le monde se mette à le pointer du doigt, alors que c'était pas si méchant ce qu'il disait dans son article. C'était vraiment, somme toute, assez léger comme charge. Bon, il y avait de l'ironie, il y avait des critiques à peine voilées vis-à-vis de la ville de Genève et de son régime politique et religieux et tout, mais rien de grave. Ce n'était pas un cas pendable, ça ne méritait certainement pas un procès populaire que lui fait son ami, son ex-ami Rousseau, et notamment dans l'article, enfin dans la lettre à d'Alembert sur les spectacles. Alors, il est convaincu, Jean-Jacques, depuis son discours sur les sciences et les arts, qui date de 1750, que la littérature ne peut améliorer les hommes. Alors, ça va dans le sens de ce qu'il disait. Hein. Est-ce que les arts et les sciences ont contribué au progrès des hommes? Alors, voici quelqu'un qui a commencé sa carrière d'écrivain en disant que la littérature ne peut pas améliorer les hommes. Les hommes ne peuvent qu'être corrompus par les arts et les sciences, et il en pense de même pour le théâtre. Alors, il rédige une longue réfutation de cet article et il va s'expliquer dans un ouvrage qui s'appelle « Les Confessions »,
et dont on parlera un peu plus loin. Mais on va retrouver un extrait donc de ses confessions du livre 10 où il explique un petit peu dans quelles circonstances il a conçu le plan d'écrire cette lettre à d'Alembert. Alors, vous avez ici, c'est sur le terrain du musée Jean-Jacques Rousseau. On est à Mont-Louis. Et là où il a écrit le contrat social, l'Émile, et ça, c'était sa caverne, il l'appelait le donjon, en fait. C'était un petit pavillon où il allait s'isoler de sa femme, qu'il aimait beaucoup, Thérèse Levasseur, lingère de profession. C'est elle qui, donc, s'occupait de l'entretien du linge chez différents clients, qu'il aimait beaucoup et qui a été sa compagne de vie pendant longtemps, mais qui était très bavarde et qui cherchait à fuir pour pouvoir écrire. Alors, il se réfugiait dans ce petit pavillon, dans son donjon, et passait le plus clair de son temps à écrire. Alors, c'est là qu'il écrit, qu'il a commencé notamment les confessions, si je me souviens bien. En tout cas, certainement l'Émile, certainement le contrat social ont été composés en ces lieux. Alors, vous avez ici les volumes des confessions. On va en ouvrir un, tiens, puis on va aller voir ce qu'il dit justement à la lettre, enfin au volume 10, justement là-dessus. Alors, je me tasse un petit peu pour pouvoir lire le texte. Les confessions. Dans la dernière visite que Diderot m'avait faite à l'Ermitage, il m'avait parlé de l'article Genève que d'Alembert avait mis dans l'encyclopédie. Il m'avait appris que cet article, concerté avec des Genevois du haut étage, avait pour but l'établissement de la comédie à Genève, qu'en conséquence, les mesures étaient prises et que cet établissement ne tarderait pas d'avoir lieu. Comme Diderot paraissait trouver tout cela fort bien, qu'il ne doutait pas du succès et que j'avais avec lui trop d'autres débats pour disputer encore sur cet article, je ne lui dis rien. Mais indigné de tout ce manège de séduction dans ma patrie, j'attendais avec impatience le volume de l'encyclopédie où était cet article pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'y faire quelques réponses qui pût parer ce malheureux coup. Alors, c'est ce qui reste sur le cœur d'Alembert, c'est que Rousseau, dès qu'il apprend qu'il est question donc d'écrire un article comme ça, se tait, choisit de se taire plutôt que de protester, plutôt que de faire entendre ses doléances à son ami et attend la parution du volume pour y répondre. Et ça, c'est un coup fourré que d'Alembert ne lui pardonnera pas, en fin de compte. Il s'explique là-dessus. Il dit « J'avais des mauvais rapports avec Diderot à cette époque-là. Je ne voulais pas envenimer nos relations. Et c'est pour ça que j'ai gardé ma colère pour moi. Mais ça m'a fait réagir très, très fort. » Je reçus le volume peu après mon établissement à Mont-Louis. On est à Mont-Louis en ce moment. Derrière moi, c'est le donjon dont je vous parlais tout à l'heure. Son lieu de résidence ces années-là. Et je trouvais l'article fait avec beaucoup d'adresse et d'art, et digne de la plume dont il était parti. Alors, il commence par quelques compliments pour son ami d'Alembert, mais ça ne durera pas. Cela ne me détourna pourtant pas de vouloir y répondre. Et malgré l'abattement où j'étais, malgré mes chagrins et mes maux, vous voyez encore la sensibilité qui est toujours à fleur de peau, la rigueur de la saison et l'incommodité de ma nouvelle demeure, dans laquelle je n'avais pas encore eu le temps de m'arranger, je me mis à l'ouvrage avec un zèle qui surmonta tout. Alors, il entreprend de répondre à d'Alembert et la réponse n'est pas privée, elle est publique. Et bien sûr, d'Alembert aurait préféré qu'il règle ça entre eux, plutôt que de l'humilier sur la place publique. Alors, ça va être à l'origine du retrait de l'encyclopédie de d'Alembert. D'Alembert dit « Je ne veux plus rien avoir à faire avec le projet, j'en ai marre des critiques, j'en ai marre des procès qu'on me fait pour toutes sortes de choses, je me retire » et on peut imputer la responsabilité en grande partie à Rousseau. Alors, de quoi est-il question exactement dans cette lettre à d'Alembert sur le spectacle? Il répond à l'apologie du théâtre qu'avait fait d'Alembert et à l'idée de réintroduire le théâtre à Genève, où il était frappé d'interdit, avec ce projet de construction d'une comédie. Donc, alors Rousseau va passer en revue tour à tour toutes les raisons de condamner le théâtre. La fonction sociale du théâtre, pour lui, se limite à l'amusement des cours ou de Paris, pour l'essentiel. C'est quelque chose qui s'adresse à des gens, à des intrigants, des gens désœuvrés, des gens sans religion, sans principe. Alors, c'est un art qui intéresse finalement que
les aristocrates désœuvrés, les intrigants de la cour, et qui ignorent pour l'essentiel la vertu. Ce n'est pas un art vertueux, le théâtre. La vertu apparaît seulement dans l'intérieur de la conscience et le théâtre n'est pas capable de la représenter. La tragédie, par l'étalage des passions, tend à faire naître des émotions dangereuses. Alors, il est convaincu que quand on représente des tragédies et qu'on voit la passion amoureuse d'une Phèdre, par exemple, pour Hippolyte, qu'il y a quelque chose de profondément pervers là-dedans et que ce n'est pas le lieu d'une catharsis tellement que de très mauvais exemples à présenter au public. C'est propre à corrompre les mœurs plutôt qu'à les corriger. Alors, l'idée de Molière, c'était de corriger les mœurs par la vertu du rire à travers la comédie, justement. Lui était convaincu qu'on pouvait y arriver en tournant au ridicule des personnages. Mais force est d'admettre qu'un personnage comme Don Juan n'est pas ridicule, n'est pas tourné en contre-exemple. Au contraire, on le trouve sympathique. Et c'est des cas comme ça qui apparaissent suspects et dangereux pour Rousseau. On ne peut pas faire autrement, lisant Don Juan, regardant Don Juan, de le trouver éminemment sympathique et de prendre son parti contre celui des dévots, des hypocrites, etc., etc. Et là, il y a quelque chose de profondément troublant pour Rousseau, cette perversion qui s'opère presque malgré nous, qui fait qu'on trouve sympathique des brigands, on trouve sympathique des meurtriers dans les tragédies, et finalement, on en vient à être incapable de les condamner, alors qu'on devrait les condamner. On devrait condamner ces émotions dangereuses. Toute passion qui mène à des extrémités est condamnable. Alors, la comédie, quant à elle, est aussi problématique parce qu'elle exalte le vice et ridiculise la vertu. Si vous regardez une pièce comme le Tartuffe de Molière, le personnage du dévot, oui, est un hypocrite et mérite bien qu'on le ridiculise, mais avec lui, on ridiculise aussi les gens qui sont de bonne foi et qui pratiquent la vertu. Alors, il y a une critique qui est faite finalement du parti des dévots à travers ça, et qui mène à quoi finalement? À exalter le vice plutôt que la vertu aux yeux de Rousseau. Ce n'est pas défendable, ce n'est pas acceptable. Et il conclut que le seul théâtre qui serait acceptable, si on devait en construire un à Genève, serait un théâtre purifié et patriotique qui illustrerait les héros tragiques de la ville, martyrs de la liberté. Alors peut-être un théâtre historique qui raconterait comment la ville s'est libérée, comment le protestantisme y règne depuis la Renaissance et comment c'est une ville qui se démarque par sa vertu, justement. Alors, il est très attaché. J'ai oublié de dire que Jean-Jacques n'est pas français. Il n'est pas né en France, il est né à Genève. Il est citoyen de Genève et il est très fier de ses origines. Et quand on parle de sa ville, il le prend personnel. Il se sent interpellé directement. C'est pour ça qu'il répond à l'article Genève de façon si viscérale. C'est que d'Alembert s'est mêlé de quelque chose qu'il ne connaît pas, comme lui, qui a vécu, qui a séjourné une partie de sa vie et qui aspire à y retourner si on peut finalement cesser de le persécuter et d'attenter à sa vie. Alors, c'est un peu ça le propos de la lettre à d'Alembert. On enchaîne avec une autre œuvre très importante de Rousseau qui est encore lue aujourd'hui. Ça me surprend toujours, un traité de l'éducation du 18e siècle qu'on édite aujourd'hui, qu'on lit volontiers et dont on s'inspire. Ce n'est pas juste une curiosité historique. Il y a des gens qui y trouvent des principes tout à fait nobles. Alors, c'est intéressant de voir ça. Ce n'est pas comme ça que le siècle a réagi. Très rapidement, le livre va être mis à l'index. Et Rousseau va être persécuté plus que jamais. Il va devoir fuir pour ne pas être condamné par la justice. Il va devoir se promener. Il est condamné à une vie d'errance du moment que paraît l'Émile et sa santé mentale va être en affectée grandement. Alors, vous aurez remarqué qu'on a changé un peu de tenue vestimentaire. Vous pouvez trouver à vous étonner de voir Rousseau revêtir des habits arméniens. Eh bien, ce n'était pas juste un caprice, c'était en fait parce qu'il avait des problèmes de santé à l'époque. Il souffrait de la maladie de la gravelle, la même qui a affligé Montaigne, c'est-à-dire des pierres aux reins, et souffrait terriblement. Et parfois, on devait lui poser une sonde pour lui permettre d'uriner normalement, et ça paraissait à travers ses vêtements. Alors, il a trouvé cette idée de porter des vêtements arméniens très amples qui lui permettaient de cacher sa maladie.
ça faisait élégant. Alors, les gens ne s'étonnaient pas trop de cette excentricité, mais c'était en fait pour camoufler sa sonde pour l'essentiel. Il souffre beaucoup à l'époque et ça ne va pas aider sa santé mentale, ni les persécutions qui suivent la publication de l'Émile. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si choquant dans l'Émile? Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir mettre ce traité de l'éducation, finalement, qui aujourd'hui nous semble absolument inoffensif, à l'index? L'Émile pose comme point de départ nécessaire à toute réforme l'éducation de l'individu conformément à la nature, pas conformément à la révélation, aux lois de l'Église, mais à la nature. On va se conformer à la nature telle qu'on l'observe. Vous savez que Rousseau a beau avoir été protestant, puis catholique, puis être devenu protestant, c'est pas un orthodoxe, ok? C'est quelqu'un qui a une conception plutôt déiste de la théologie et donc qui est parfois en porte-à-faux avec la religion, ce qui le met en difficulté, justement, et ce qui entraîne éventuellement la mise à l'index de son œuvre. Alors, la cohérence de l'œuvre est fondée sur l'observation et sur la réflexion personnelle d'un réformateur qui lui-même a été précepteur. Il faut savoir que Rousseau, entre autres Jobin dans sa vie, a été précepteur. Il a lui-même enseigné à des enfants. Il a écrit des mémoires à l'attention de ses maîtres pour leur dire, voici comment j'entends éduquer votre enfant, voici les principes sur lesquels je vais appuyer mon travail et tout. Donc, il parle d'expérience quand même. C'est un réformateur doublé d'un moraliste, mais aussi c'est un esprit éminemment pragmatique qui réfléchit à l'éducation et aux meilleurs moyens d'assurer un développement optimal de la personnalité des enfants. Alors, au nom de sa propre expérience, Rousseau dénonce les dangers des lectures prématurées ou des sentiments trop précoces. Alors, il faut faire attention de ne pas exposer les enfants à des choses qui ne sont pas de leur âge. Alors, ce sont des préoccupations qu'on a aujourd'hui, notamment avec Internet, qui, si on a le malheur d'orthographier un mot de travers et de ne pas avoir mis des filtres, nous font tomber sur des images, des fois, qui sont abominables là, pour un jeune enfant. Là. Et on peut imaginer le traumatisme que ça peut représenter. Alors, il n'est pas question de ça exactement chez Rousseau, mais on comprend qu'il y a des lectures qui ne sont pas de tous les âges. Il y a des lectures, on pense au Marquis de Sade, par exemple, qui ne devraient pas tomber entre les mains d'enfants. On pense aussi à des romans d'amour où les sentiments sont trop précoces, où on peut se raconter des histoires et tomber amoureux des mauvaises personnes, finalement. Et Rousseau parle d'expérience, lui qui est tombé amoureux de celle qu'il appelait maman, ce n'était pas sa mère, mais c'est une femme, Madame de Warren, qui s'est occupée de lui quand il était jeune et qui l'avait pris en charge, il habitait chez elle, c'était comme sa deuxième mère. Et Madame de Warren avait pour mandat de le convertir au catholicisme. Il était protestant et elle voulait le ramener du bon bord. Mais en cours de route, elle s'est égarée un petit peu et il est devenu son amant. Celle qu'il appelait maman est devenue sa maîtresse. Alors, il parle en connaissance de cause quand il dit qu'il y a des sentiments précoces qui peuvent être dangereux. Dans ce rapport-là, il y a quelque chose, ils ne sont pas liés par le sang, ce n'est pas grave, ce n'est pas une situation d'inceste, mais il y a quelque chose d'un peu tordu dans leur rapport. Il dit que c'est dangereux d'exposer les enfants à des situations comme celle-là. Il souligne ce que la pratique d'un métier peut apporter aussi. Il encourage les parents à essayer d'initier très tôt les enfants à des métiers et va chercher à procurer à l'enfant ce qui lui fait cruellement défaut souvent, c'est-à-dire un certain suivi dans l'éducation, où on s'assure de son équilibre moral, mais aussi de sa formation physique. Un esprit sain dans un corps sain, c'est un principe universel auquel Diderot, pas Diderot, mais Rousseau souscrit. Il faut s'occuper du développement intégral de l'enfant, pas juste de son éducation, mais aussi de sa morale, de sa vertu et aussi de sa formation physique. Mais ce n'est pas une éducation à la vertu où on lui donne des modèles positif tellement qu'on essaie de contenir ses tendances naturelles. Alors, si l'enfant est naturellement bon, il n'y a pas besoin qu'on lui montre c'est quoi être bon. Il est spontanément. Et si en voulant lui montrer ce qui est le bien et le mal, on risquerait de corrompre sa forme première, sa tendance naturelle à la bonté. Donc, il faut juste contenir. Quand il fait quelque chose qui est mal, il faut juste lui dire, alors là, ça, c'est mal.
mais il ne faut pas essayer de lui enseigner une notion préconçue du bien et du mal. Il faut faire confiance à sa nature, en fin de compte. L'ouvrage est riche en idées pédagogiques et en remarques de bon sens, comme par exemple la nécessité d'adapter l'éducation à l'âge de l'enfant et à ses capacités. Alors, on ne va pas enseigner des choses qui sont hors de portée intellectuelle à un enfant de 3, 4 ans, 5 ans. On attend qu'il soit mûr pour parler d'enjeux plus substantiels. Alors, on lui apprend à lire d'abord avant que de lui enseigner la philosophie de la théologie. On lui apprend à penser correctement avant d'embarquer dans des lectures scientifiques et des raisonnements qui sont exigeants et qui ne sont pas de tous les âges. Il faut qu'il ait atteint l'âge de raison. Et ça tombe sur le sens. Il insiste sur l'importance de la connaissance, des connaissances technologiques, d'apprendre des métiers. Et lui-même a été compagnon, enfin pas compagnon, mais attaché à des artisans à plusieurs époques de sa vie, notamment au niveau de l'imprimerie. Il a fait plein de petites professions qui l'ont initié à ces arts. Il a été musicien, il a touché à tous les métiers de la musique. Il a été notamment initié à la transposition musicale. Il a même composé un système de notation musicale qui faisait abstraction de la portée. On pouvait renoncer à la portée. Tout était crypté en chiffres, consigné dans des chiffres. Ça a été rejeté. Il a soumis ça à l'Académie des sciences qui ont dit, bon, d'abord, ce n'est pas neuf. D'autres avant vous y ont pensé. Et puis, c'est inutile. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a expérimenté, qui a travaillé à différentes professions. Rappelez-vous que son père était horloger et ses aïeux aussi, de père en fils. Tout le monde avait touché à ce métier. Et il est très sensible à l'importance de s'initier à des technologies, à des connaissances technologiques, à des métiers. Il pense que ça doit faire partie de la formation de tous. Il valorise l'observation et le raisonnement. C'est à travers l'observation et le raisonnement qu'on apprend à apprendre. Et le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, à un enfant, c'est de lui apprendre à apprendre pour qu'il soit finalement autonome à un moment donné. On lui donne les bases, mais on lui donne pas tout cuit dans le bec. On lui dit, voici comment approcher la connaissance, comment développer des stratégies d'apprentissage, mais maintenant, tu dois faire ton chemin tout seul. Maintenant, voici des livres, tu dois les lire, tu dois y réfléchir, tu dois raisonner et déduire les principes par toi-même. Ce n'est pas moi qui va tout te dire ce que tu dois en penser, ce qu'il faut en faire, l'opinion qu'on doit en avoir. C'est toi qui dois y parvenir. Alors, il faut lui donner à l'enfant les moyens d'apprendre à apprendre. Et plus encore, il en arrive à l'affirmation que l'enfant doit rester lui-même en devenant un adulte chez qui vont se concilier éventuellement nature et culture. Alors, il faut trouver l'équilibre entre cette nature fondamentalement bonne, cette nature première de l'enfant et cette culture dont il faut faire l'expérience. On ne peut pas vivre à l'état de sauvage, on ne peut pas vivre en rupture totale avec la société. Il va falloir passer par la civilisation, il va falloir se cultiver, mais on va essayer de se cultiver sans trahir sa nature première, en restant fidèle à son essence qui est bonne, en ne se laissant pas corrompre par le savoir, par la connaissance, parce que c'est possible aussi. On peut progresser dans la connaissance sans devenir un être profondément pervers, immoral, si on est fidèle à sa nature propre. Alors, au sein d'une anthropologie totale qui recherche les conditions d'un bonheur global, vient s'insérer l'idée d'une religion qui suppose la libre adhésion du cœur et de l'amour éclairé de la vérité. Alors, il ne veut pas qu'on impose la religion, il veut que ce soit une démarche réfléchie, consentie, libre, en fin de compte. Une fois qu'on a expliqué les fondements de la religion, une fois qu'on a expliqué sur quoi repose la théologie, les croyances et tout, ben, qu'on y adhère de bon cœur et en toute connaissance de cause. Que ça ne soit pas imposé par nos parents sans qu'on ait eu l'occasion d'y réfléchir pour soi-même et de déduire que oui, c'est l'évidence, Dieu existe, Dieu est bon, il nous aime, il y a une vie après la mort, etc., etc. Chose qu'on peut déduire par nous-mêmes du moment qu'on a
fréquenter les ouvrages théologiques pertinents et qu'on s'est fait notre propre pensée là-dessus. Alors, il y a plusieurs auteurs du 20e, 21e siècle qui considèrent que Rousseau est le fondateur de l'anthropologie. Je n'irai pas jusque-là. Pour moi, c'est Montaigne. Il faut savoir que Rousseau est un grand lecteur de Montaigne, il a shippé beaucoup d'idées à Montaigne. Je vous ai raconté cette histoire, cette conférence de Starobinski à laquelle j'avais assisté, où on l'avait appelé à expertiser un livre qui avait appartenu, pensait-on, à Rousseau. C'était un exemplaire des essais de Montaigne, annoté de la main de Rousseau. Et Starobinski avait dit oui, je confirme, c'est bien l'écriture de Rousseau. Et ça avait été vraiment une communication fascinante. On avait vu à quel point Rousseau était profondément admiratif du travail de Montaigne dans ses essais et comment ça va lui inspirer ses propres essais à lui. Un ouvrage dont on va parler plus loin qui s'appelle « Les rêveries du promeneur solitaire ». Un de ces ouvrages que j'ai rencontré donc dans la bibliothèque de mon père et que j'ai lu avant Montaigne. Donc, moi, j'ai connu Rousseau essayiste, plagiaire de Montaigne, avant de connaître l'original. Mais ça me l'a rendu encore plus facile à aimer parce que j'avais fait le passage à travers Rousseau. Tout ça pour dire, je ne sais trop, c'est une de ces digressions qui me viennent parfois à l'esprit. C'est sans doute l'évocation de Montaigne qui m'a contaminé. Alors, on enchaîne avec un autre ouvrage, ce sont les Confessions. On a déjà vu un extrait tout à l'heure, mais on y revient pour expliquer un petit peu dans quelles circonstances il écrit ça. Eh bien, c'est suite à la condamnation de l'Émile, finalement. L'Émile va être condamné très rapidement à Paris et à Genève, et ça le bouleverse, que les gens rejettent ses idées si violemment et qu'on ait mis à l'index son œuvre. Et désormais, il ne veut plus écrire que pour se défendre devant l'opinion. Il n'y a plus de projets là, de publications politiques, littéraires, de romans. Non, il veut juste se défendre, racheter sa réputation qu'il voit vilipendée sur la place publique à l'échelle européenne, et il est complètement catastrophé. Quand il apprend en 1764 la diffusion d'un pamphlet qui s'intitule « Le sentiment des citoyens », il est encore plus catastrophé parce qu'on apprend plus tard que l'auteur de ce pamphlet n'est nul autre que Voltaire. Et il fait mine de parler au nom des citoyens de Genève et il fait tout pour faire mal à Rousseau là-dedans. Voltaire révèle notamment que l'auteur de l'Émile, qui s'est mêlé d'enseigner aux gens comment élever leurs enfants, a abandonné 5 des siens à l'orphelinat. Et Rousseau va être obligé de l'admettre, effectivement, et il va le faire dans les Confessions. Il va ressentir le besoin de se justifier, d'expliquer dans quelles circonstances il en est venu à abandonner 5 enfants, lui qui s'érige en modèle de précepteur. Alors, c'est très gênant, effectivement. Mais pas seulement. Non seulement Voltaire donc, lui fait ce reproche d'avoir abandonné ses enfants, mais Voltaire appelle à sa condamnation judiciaire, voire à sa condamnation à mort. Il en appelle à l'excommunion. Donc, il s'en prend au repos de son âme et à son salut éternel et en appelle même à la fin à l'exécution. Il dit de tels crimes mériteraient la peine pénale. On devrait tuer Rousseau. C'est très grave, c'est très grave. Et de la part d'un esprit des Lumières, quelqu'un qui a lutté pour la liberté, l'égalité et tout, ça fait mal, là. C'est gênant. Moi, c'est un des moments de Voltaire qui me décourage profondément, qui me consterne. Quel coup de poignard dans le dos, en plus, parce que c'est anonyme au départ, contre Rousseau, que cet appel à sa condamnation à mort. C'est terrible. Et on comprend que Rousseau perd la tête. On le ridiculise pour sa paranoïa, mais quand des gens attentent à votre vie comme ça, quand des gens appellent à votre exécution, il y a de quoi devenir paranoïaque. À un moment donné, Rousseau va trouver refuge en Angleterre chez David Hume, un philosophe anglais estimable, très sympathique et qui l'accueille à bras ouverts. Il a beaucoup d'estime pour Rousseau, mais très rapidement, ça va dégénérer entre les deux. Ils vont s'accuser l'un l'autre par écrit interposé, en fait, chacun de leur côté dans leurs écrits. Et Hume va avoir ce mot très juste. Il va dire, Jean-Jacques Rousseau, c'est un écorché vif. C'est quelqu'un à qui on a enlevé la peau.
et qui réagit de la façon la plus démesurée à la moindre pointe, à la moindre piqûre, à la moindre sensation du vent qui souffle sur lui. Et oui, c'est ça. Il est un écorché vif. Ses amis l'ont trahi, ses amis l'ont mis à mal, l'ont condamné à l'exil, à la fuite, à la persécution. C'est terrible ce qu'il vit. Et ajouter à ça la maladie, on s'explique très bien que le gars soit devenu un peu fou, là. On comprend très bien dans les circonstances. N'importe qui aurait perdu la tête. Je soupçonne par ailleurs de souffrir de différentes maladies mentales, d'avoir été bipolaire au minimum. Mais voilà, ajouter à ça la gravelle, la maladie des pierres au rein et tout, il y a de quoi devenir complètement dingue. Alors, il faut avoir un peu de sympathie pour le bonhomme et ce qu'on lui fait vivre à cette époque-là. Alors, au départ, Rousseau va songer à nier qu'il a abandonné ses enfants, mais très rapidement se ravise. Il dit ça ne marchera pas, il va y avoir des gens pour témoigner, pour dire que c'est pas vrai, notamment Mme de l'Épinay, qui à un moment donné avait proposé d'adopter les enfants de Rousseau. Tu n'as pas besoin de les laisser en orphelinat, tu peux me les confier, je vais m'en occuper. Il avait choisi, non, je ne peux pas m'en occuper, je n'ai pas les moyens financiers, ça ne marchera pas, ma belle famille est impossible. Il trouve toutes sortes d'explications qu'il va détailler dans les confessions, parce qu'il va vouloir se justifier à la face du monde et envers la postérité. Lui, l'auteur de l'Émile, d'avoir abandonné ses enfants. Et ces justifications vont changer. Tantôt, c'est des raisons financières. Il n'y avait pas les moyens financiers d'assurer leur subsistance. Passe encore, c'est vraisemblable. Tantôt, c'est le fait qu'il vivait avec sa belle famille, que sa belle famille emmenait large et représentait des modèles vraiment très mauvais pour ses enfants. C'est une autre justification sur laquelle il s'attarde, mais on ne sait pas trop vraiment pourquoi il en est venu à le faire. Mais c'est sûr que c'est dur de racheter sa réputation à travers ça. Et c'est pour ça qu'il tente, avec les confessions, d'y parvenir, néanmoins, à travers différents essais. Alors, de 1765 à 1770, il mène une vie errante où il va rédiger d'un endroit à l'autre, il se déplace, il est en déplacement, ses confessions, qui seront publiées selon sa volonté après sa mort, en 1782 et en 1789, pour les deux parties. Il faut savoir que ces confessions ont quand même été diffusées de son vivant, là. Même si ça n'a pas été publié, il avait entrepris à Paris des lectures publiques. Alors, imaginez donc que Madame de l'Épinay, qui, à l'époque, est en brouille avec Rousseau, apprend que Rousseau a commencé à lire ses confessions et a très peur d'être compromise là-dedans et va demander à la police d'arrêter les lectures publiques de Rousseau. Donc, Rousseau ne pourra pas lire ses confessions. Et tout ça parce qu'il y a des rumeurs sulfureuses qu'on ne veut pas voir courir. Rousseau, à une certaine époque, alors qu'il était ami avec Grimm et Saint-Lambert, deux encyclopédistes dont on a parlé déjà, des amis de Diderot, les deux sont conscrits, doivent aller se battre, et vont confier leur femme, le soin de leur femme, de leur épouse, à la personne la plus vertueuse de leur entourage, Jean-Jacques Rousseau. Personne ne se méfie de Jean-Jacques, c'est un homme bon, vertueux, et on lui demande de veiller sur les deux femmes. Or, Rousseau va tomber amoureux d'une des femmes, je pense que c'est celle de Saint-Lambert, et ça va être l'occasion d'une brouille et plein de trucs qu'on ne voudrait pas voir sortir dans les confessions. On ne voudrait pas que ça se sache qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et c'est pour ça que Mme de l'Épinay fait arrêter la lecture par une intervention policière. C'est quand même assez grave et drôle à la fois. Alors, en confessant publiquement ses fautes, d'une nature et d'une gravité très inégale, parce que là, il raconte des choses en s'affligeant. Oui, j'ai commis un vol, un larcin impardonnable. J'ai volé un ruban et j'en ai fait accuser quelqu'un d'autre qui a été congédié par la suite parce qu'on pensait que c'était une voleuse, mais en fait, non, c'était moi le voleur. Puis là, il s'accuse de ça, puis il s'afflige comme l'homme le plus détestable de l'histoire de l'humanité. Puis on dit, bon, OK, c'était pas chic de sa part, mais là, il ne faut pas exagérer. Donc, il y a beaucoup de rhétorique là-dedans. Et une rhétorique qu'on voit poindre assez nettement là. On voit bien qu'il s'accuse parfois de fautes finalement assez banales, mais gravement, comme si c'était vraiment quelque chose de pendable, alors qu'il essaie de s'excuser de cas beaucoup plus pendables d'autrefois. Puis, toutes ces petites confidences, comment, à l'occasion d'une fessée qu'on lui avait donnée pour le corriger, il éprouve un plaisir érotique, par exemple.
Il raconte ça. Alors, il y a plein de trucs très intimes là-dedans qui vont troubler un peu les lecteurs du temps, qui vont dire, mais on ne dit pas ces choses-là, on ne raconte pas ces choses-là, on les garde pour soi, là. Et ça trouble un peu l'humeur du temps qui n'est pas encore prête à un tel degré de familiarité, d'intimité. Mais lui, il considère que c'est une façon de se purifier et de s'innocenter par ses aveux, finalement, par ses aveux et par sa souffrance. À travers l'exposition de sa souffrance, les gens vont comprendre donc qu'il est maintenant châtié, il est maintenant meilleur pour avoir eu le courage de faire ses aveux, justement, publics. Alors, c'était devenu un modèle. Bon, ce n'était pas nouveau, les confessions dans l'histoire, on en a vu d'autres. Il y a celle bien connue de Saint-Augustin, qui sert nécessairement de modèle, mais jamais on n'était allé aussi loin dans l'expression de l'intimité, même si ce n'est pas le jeu intime moderne d'aujourd'hui. Vraiment, on va très loin dans les confidences personnelles, et notamment de son rapport avec Madame de Warren, son amour pour elle, ses premières maîtresses, etc., etc. Ça va assez loin dans le détail. Donc, publication posthume en 1782-1789, ça on l'a déjà dit. Et puis, donc, on en était là. Bien loin de s'humilier, il se sent purifié, donc, et innocenté par ses aveux, par sa souffrance. Vous aurez remarqué que plus on avance, plus Rousseau vieillit dans les portraits. Alors, j'ai voulu chercher différents portraits pour vous montrer à quoi il ressemblait un petit peu vers la fin de sa vie. Ces portraits sont très recherchés, on circule à travers l'Europe. Les gens veulent savoir à qui il ressemble Rousseau. Alors, il y a beaucoup de portraits comme ça dont on dispose aujourd'hui, ce qui permet de suivre Rousseau à différentes époques de sa vie. La confession glisse à un moment donné vers l'apologie. Il faut comprendre qu'il essaie de se défendre à travers ça. Il veut laver sa réputation et essayer de justifier sa conduite. Alors, ce n'est pas des vraies confessions où on dit non, OK, mon père, je m'accuse et voilà, on attend l'absolution. C'est oui, je m'accuse, mais j'ai des raisons. J'ai des raisons d'avoir fait ce que j'ai fait. Là. Il faut comprendre, il y a un contexte et le contexte, c'est tout ici. Alors, il est en fait incapable de supporter l'idée d'être coupable de quoi que ce soit. Il est convaincu d'avoir le cœur bon, le meilleur cœur du monde. Et des fois, on a envie de le gifler gentiment, Rousseau, quand il dit qu'un seul ose dire qu'il fut meilleur que moi. Là. Non, mais ce n'est pas à toi de décider, Rousseau. Ce n'est pas à toi de te mettre au-dessus de l'humanité et de dire que tu étais le meilleur cœur que la Terre ait jamais porté. Mais en même temps, on sent qu'il en est profondément convaincu. Alors, il y a quelque chose de naïf là-dedans qui nous donne envie de les conduire, mais en même temps de lui taper sur l'épaule et c'est ça, Jean-Jacques, c'est ça. Alors, c'est la société qui le rend responsable de l'abandon de ses enfants, en fin de compte, ou bien il s'affirme le jouet d'une fatalité cruelle. Et il commence par dire « Ma naissance fut le premier de mes malheurs ». Ça commence mal. Ma naissance fut le premier de mes malheurs. Pourquoi? Ben parce que je vais tuer ma mère, en fin de compte. Sa mère, je pense que c'est quelque chose d'aussi bête que le placenta qui n'est pas sorti avec l'enfant et qui est resté là et ça a provoqué une infection, puis elle est morte dans les jours qui ont suivi. Alors, c'est dur pour l'enfant qui grandit et qui apprend ça de ne pas se sentir coupable. Ma mère est morte parce qu'elle m'a donné une naissance. Alors, c'est pour ça qu'il dit « Ma naissance fut le premier de mes malheurs ». On comprend effectivement qu'il a pu développer un sentiment de culpabilité par rapport à ça. J'en viens aux rêveries du promeneur solitaire. Il entreprend à partir de 1776 la rédaction des rêveries du promeneur solitaire, livre délicieux que j'ai dévoré quand je l'ai découvert à 17-18 ans, parce que c'est un style nouveau pour moi. J'avais lu des essais, mais pas de cette forme, des essais aussi personnels, et je trouvais ça vraiment très agréable à lire. Il racontait ses promenades et les idées qui lui venaient à l'occasion de ses promenades. Et parfois, il connaissait des mésaventures. À un moment donné, 6e promenade, je pense, il est frappé par un chien qui court à pleine vitesse. C'est un vieillard à cette époque-là, hein, puis il est renversé, puis il va être gravement blessé par la chute qu'il fait. C'est un chien énorme, quasiment un cheval, qui l'a renversé. Et il va mettre du temps à se rétablir de ça. Et je trouvais vraiment toute cette narration absolument fascinante. Je pense que j'ai lu ça avant les confessions, parce que c'était plus court. Et ça m'a donné envie, après ça, de lire les confessions. J'ai enchaîné avec les confessions. Alors, au soir de sa vie, soulagé par la composition de ces confessions,
Jean-Jacques Rousseau connaît finalement un apaisement momentané, même s'il est traversé parfois par des hantises. Il y a des épisodes paranoïaques où il a vraiment l'impression que le monde entier conspire contre lui et veut sa peau. C'est presque vrai. C'est presque vrai. Il y a des gens qui, heureusement, le protègent encore. Il a eu des amis fidèles malgré toutes les brouilles. Il y a eu des gens à distance, réussir à interférer en sa faveur, sans que Rousseau le sache parfois. Il y a eu des âmes bienveillantes quand même autour de lui. Alors, il connaît un certain moment d'apaisement et c'est à cette époque de relative sérénité qu'il entreprend d'écrire les rêveries du promeneur solitaire. Alors, là-dedans, il y a toutes sortes de considérations. Il faut voir ça comme un recueil d'essais. Chaque promenade constitue un essai, à proprement parler, où il dresse d'emblée un douloureux bilan de son passé. Alors, il a écrit ses rêveries à cet endroit, au château d'Hermonville, je pense, je ne suis pas sûr du nom exactement, mais ça ressemble à ça, où il est invité à résider vers la fin de sa vie et où il va mourir finalement. Il est mort en ces lieux où il aimait se promener dans les jardins tout autour, dans la forêt tout autour. Il faisait de longues promenades. C'était un gars qui faisait des marches là, de dizaines et des dizaines de kilomètres. C'était un grand marcheur qui adorait la contemplation de la nature. Alors, on voit bien chez l'esprit pré-romantique l'importance de la nature, l'importance dans son œuvre, mais dans sa vie aussi. Il est constamment en train de chercher refuge dans la nature. C'est un lieu où il respire, où il se sent heureux. Et ce n'est pas un hasard s'il décide de se promener comme ça autour de ce château. C'est parce qu'il a besoin de ça, c'est sa nourriture, c'est ce qui aussi enrichit ses réflexions. Et au retour de ses promenades, il va écrire donc ses rêveries. Il meurt dans ce château d'un AVC, vraisemblablement. Il y a eu toutes sortes de rumeurs, empoisonnement. Certains ont dit qu'il aurait été assassiné. Pendant un certain temps, on a cru qu'il avait été assassiné. Mais si on regarde le masque funéraire qui a été fait, vous savez qu'à l'époque, on faisait des masques funéraires. Quelqu'un venait déposer de l'argile, du plâtre et faire un moulage de votre visage pour montrer à quoi on ressemblait, donc en quoi vous ressembliez le jour de votre mort. Eh bien, si on regarde le moulage qui a été fait de son visage, il n'y a pas de trace de violence, il n'y a pas de trace de balles, donc il n'y a pas de raison de croire qu'il a été assassiné. C'est plus vraisemblablement un AVC, effectivement, d'après les symptômes qui ont été rapportés. Alors, il dresse un douloureux bilan de son passé dans cet ouvrage. Et on en trouve ici quelques mots, quelques extraits. Regardez encore le style vraiment délicieux de Rousseau, l'élégance de sa plume, la simplicité, le naturel. C'est assez formidable. Alors, j'admets quelqu'un ici. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes, en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu, qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, voilà, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Ces feuilles ne seront proprement qu'un informe journal de mes rêveries. Il sera beaucoup question de moi parce qu'un solitaire qui réfléchit s'occupe nécessairement beaucoup de lui-même. Du reste, toutes les idées étrangères qui me passent par la tête en me promenant y trouveront également leur place. Je dirai ce que j'ai pensé, tout comme il m'est venu, et avec aussi peu de liaison que les idées de la veille en ont d'ordinaire avec celles du lendemain. Mais il en résultera toujours une nouvelle connaissance de mon naturel et de mon humeur, par celle des sentiments et des pensées dont mon esprit fait sa pâture journalière dans l'étrange état où je suis. Je ne peux pas lire ce texte sans émotion, et d'ailleurs, Rousseau en général me chavire chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son style qui vient me chercher comme ça, mais ça me parle beaucoup. Maintenant que je connais Montaigne, je vois presque à chaque phrase des citations. Bien sûr, c'est écrit sur le palimpseste des essais, de la vie au lecteur, pourquoi Montaigne entreprend d'écrire ses essais, pour se montrer tout nu, et Rousseau entreprend d'écrire ses rêveries dans la même perspective. C'est
évident qu'il a lu Montaigne, c'est évident qu'il veut faire comme Montaigne, se rapporte à Montaigne dans cet extrait, c'est clair plus que jamais. Alors, très beau texte, où ensuite il trace le dessin de son ouvrage. Donc, appendice des confessions, c'est un peu la suite des confessions, ou l'appendice plutôt, mais conçu dans un esprit entièrement différent. Alors, voilà pour ça. On passe maintenant au deuxième point, le contrat social, et vous allez voir que ça va être assez rapide. On ne s'attendra pas trop là-dessus. On va surtout vouloir parler de l'examen pour le reste du cours. On commence par cette diapositive qui nous dit que le contrat social se propose d'étudier les conditions qui légitimisent l'autorité politique. Alors, vous savez que Rousseau était l'auteur de l'article « L'économie politique » de l'Encyclopédie. On avait vu un extrait quand il y a été question de ça. Il faut savoir que Rousseau a travaillé pendant une dizaine d'années à un grand ouvrage qu'il projetait d'écrire, c'était les institutions politiques. Alors, fort de son expérience de rédacteur pour l'Encyclopédie, de cet article « Économie politique » qui a fait beaucoup jaser, il s'est dit, j'ai des choses à dire sur les institutions politiques et je pense que je pourrais contribuer de façon substantielle. Son ouvrage est trop ambitieux, il va devoir le condenser et il va rédiger entre 1759 et 1761 un véritable traité du contrat social, donc, dont le sous-titre « Principe du droit politique » va expliciter la finalité véritable. Il s'agit de fonder, de créer le droit politique. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente ce tableau qui n'est pas de moi en passant? C'est François Joude qui l'a préparé. J'ai trouvé ça sur Internet et j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est parce que ça nous montre un peu où se situe Rousseau par rapport aux autres penseurs de l'époque qui se sont interrogés sur le meilleur système politique. C'est la question que se posent tour à tour Hobbes, Locke et Rousseau. Ils se demandent quel est le meilleur système politique. Est-ce la monarchie? Est-ce la République? Est-ce la démocratie? Comment on en arrive à un gouvernement qui serait juste et égalitaire? Les trois penseurs vont proposer tour à tour leur propre contrat social. Et je voudrais rapidement passer à travers les idées des uns et des autres pour montrer l'originalité par contraste de Rousseau. Alors, vous avez chez Hobbes cette idée d'état de nature qu'on retrouve aussi chez Locke et Rousseau. Les trois partent du principe qu'il y a eu un moment dans l'histoire où l'homme vivait dans l'état de nature, indépendamment des autres. Pour Hobbes, il n'y avait à l'origine ni société, ni sociabilité naturelle, ni désir d'entrer en relation avec les autres. Ce n'est pas un instinct chez l'homme nécessairement. Il constate à l'époque qu'il existait un droit naturel absolu de chacun sur toute chose, puisqu'il n'y avait pas de loi, puisque personne ne pouvait dire tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Chacun faisait les choses comme il l'entendait et on avait un droit absolu de disposer de tout comme on l'entendait, puisqu'il n'y avait pas de loi pour régir tout ça. Alors, ça menait à quoi? Ça menait à la guerre contre tous, les uns contre les autres, parce qu'on convoitait les mêmes choses et on s'est disputé pour mettre la main sur le bien des autres, les biens que les uns et les autres s'étaient appropriés. Et c'est ce qui explique finalement que tout a viré au vinaigre. Et une des maximes les plus célèbres de Thomas Hobbes, c'est « l'homme est un loup pour l'homme ». Il est convaincu, Hobbes, que l'homme ne peut qu'être en guerre permanente. Et pour éviter d'être en guerre permanente et de s'entre-déchirer, comment assurer la sécurité, se demande Hobbes, à travers un pacte social. Il va falloir s'entendre, OK, entre nous. On va passer entre nous un contrat au profit d'un tiers. On va se donner un chef. Ce chef, ça va être le monarque, ça va être le souverain, qui, lui, va avoir une puissance absolue sur nous tous, mais qui va être délié par ailleurs de toute obligation, sauf celle de veiller à notre sécurité. Parce que l'État, pour lui, correspond à cette puissance qui garantit la sécurité des uns et des autres à travers la force coercitive, la force législative, qui permet donc de régler les rapports des uns et des autres. Alors, on a délibérément renoncé à notre liberté au profit de quelqu'un comme ça, en pensant qu'on allait gagner en sécurité. On se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas, que le gars qui est chargé de notre sécurité parfois nous met à mal, parfois nous conscrit, nous envoie à la guerre, nous exploite, nous fait violence. Il y a peut-être moyen de trouver un meilleur système.
Locke arrive et il part du même début, la même idée, qu'il existe un état de nature. Mais pour lui, il y a une sociabilité naturelle. Les gens sont spontanément amenés à entrer en relation les uns avec les autres. Cette sociabilité naturelle, elle fonde certains droits naturels, droit de propriété, droit de se faire justice soi-même, et il développe toute une idée qui semble aller de soi pour lui, mais qui n'est pas si évidente que ça. Le droit de propriété, attendez, d'où ça sort, là? Qu'est-ce qui fait que les gens ont droit d'avoir une propriété? Et n'est-ce pas faire violence à la liberté des autres que de dire ceci m'appartient, tu n'as pas le droit d'y toucher? Il développe toute une conception qu'on va finir par qualifier de bourgeoise, finalement, et contre laquelle Rousseau s'inscrit en faux. Lui n'aime pas la vision bourgeoise qui est celle de Locke. Et il veut s'en détacher, il veut s'en distinguer. Alors, il réfléchit donc au droit de se faire justice soi-même, qui était présent à l'état de nature, mais droit qu'il va falloir abandonner à la faveur d'un pacte social qui va permettre de garantir le droit naturel de propriété. Et ce pacte, il va être passé entre les hommes et le souverain. Chaque homme va abandonner une partie donc, de sa liberté au souverain, et notamment le pouvoir de punir. Mais en échange, le pouvoir du souverain va être limité à la protection, la liberté et la liberté des individus. Il va s'assurer de rendre justice, mais n'aura pas tous les droits. Il ne pourra pas attenter au droit de propriété. Ce qu'on a cédé au suzerain, c'est le droit de justice, finalement. Mais pour protéger nos droits naturels, pour protéger nos droits de propriété et notre jouissance de la vie. Rousseau va beaucoup plus loin, partant aussi de l'idée de l'état de nature, qui est marqué par l'abondance, par l'indépendance, par l'innocence. Il y voit le fondement des droits naturels, mais il observe que des dérèglements environnementaux menacent la survie de l'homme, qu'il doit donc trouver le moyen de se protéger et de chercher refuge auprès des autres, de s'associer aux autres et d'entrer en société malgré lui, malgré ses instincts qui ne l'amènent pas nécessairement à faire ça. Alors, comment créer un équivalent civil de la liberté naturelle? Comment conjuguer la liberté avec l'obéissance? Ce sont les questions qu'il soulève dans le contrat social. Et il arrive à cette idée que le pacte social doit nécessairement passer par des hommes qui obéissent à des lois qu'ils se donnent eux-mêmes. La majorité permet de dégager la volonté générale à travers la recherche du bien commun. Ce qui fonde un État qui repose sur la souveraineté populaire. Alors, il n'est pas question de donner le contrôle et les clés du royaume à un souverain. Non, la souveraineté demeure au niveau du peuple et c'est une véritable démocratie, voire une démocratie participative que veut fonder Rousseau. Et là, il va beaucoup plus loin que les autres, là. Alors, le souverain, ici, c'est le peuple. Et le peuple doit obéissance à la loi et aux libertés qui ont été décidées ensemble collectivement, là. Alors, vous voyez comment ces idées sont beaucoup plus proches de celles des révolutionnaires. Et vous voyez pourquoi, en 1789, 90, 91, 92, on cite abondamment Rousseau plutôt que les autres, parce que ce sont ces idées-là qui inspirent la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. C'est des idées qui sont déterminantes. Il faut savoir que Rousseau a été appelé à écrire des constitutions. C'est lui qui a écrit la constitution de la Corse à une certaine époque. Ce qui fait dire d'ailleurs à Bonaparte, c'est à cause de Rousseau qu'on en est là. Quand il arrive juste avant de s'installer comme empereur, c'est Rousseau qui nous a menés là. C'est à cause de Rousseau qu'il y a eu une révolution, c'est à cause de Rousseau que j'en suis là moi-même en état de prendre le pouvoir comme empereur en France. Alors, il a écrit aussi la Constitution, ou enfin, il a été invité à écrire la Constitution de la Pologne à l'époque. On le voyait comme un législateur, comme un esprit éclairé, capable de fonder un nouveau régime politique démocratique. On lui a fait son procès au 20e siècle à Rousseau. On s'est demandé s'il n'était pas à l'origine des gouvernements totalitaires, si ce n'était pas lui qu'il fallait blâmer pour le totalitarisme et toutes les dérives du socialisme, parce qu'ils sont plusieurs, et dont Jean Jaurès, à reconnaître Rousseau comme le père du socialisme. Marx y réfère abondamment. Il a inspiré ses penseurs. Kant aussi a beaucoup lu et fréquenté Rousseau. Et il y a des gens pour dire, ben oui, Rousseau, ça mène à certaines dérives, là. C'est bien beau la démocratie participative, mais ça peut être détourné et ça peut devenir une véritable tyrannie aussi.
Alors, Rousseau a sans doute fait des bourdes, mais Rousseau a beaucoup fait progresser la cause de la démocratie. Et si elle s'installe à travers la forme de la République, c'est autant grâce à lui que grâce à Montesquieu. Ce sont les deux piliers de la pensée politique du 18e siècle. Et je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, ou en l'occurrence à Rousseau ce qui appartient à Rousseau. Alors voilà, les principes de Rousseau défendus dans cet ouvrage, dans le contrat social, c'est d'abord l'idée que aucun homme ne tient de la nature une autorité sur les autres. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans l'article de l'Encyclopédie. Vous vous souvenez, on a lu un extrait, puis ça partait fort. Hein? Aucun homme ne tient de la nature une autorité sur les autres. C'est une idée communément admise par les encyclopédistes, mais qui ne fait pas l'affaire du pouvoir, parce que ça vient remettre en cause le pouvoir monarchique et son fondement divin, c'est-à-dire que Dieu a voulu que la nature soit ordonnée ainsi et qu'un souverain règne sur la multitude, sur tous les autres, en son nom, en quelque sorte. Alors, le livre se propose d'étudier les conditions qui rendent donc légitime ou illégitime l'autorité politique en analysant le fondement et la nature de cette autorité. Part de ce principe donc qu'aucun homme ne tient de la nature une autorité sur les autres. Une telle autorité suppose le consentement en fait de ceux sur qui elle s'exerce. Le consentement ne va pas de soi. On n'a pas tous choisi de vivre sous un royaume, sous un régime monarchique. On est né souvent dans un état de droit auquel on est assujetti, mais on n'a pas signé pour ça. Là. On n'a pas voulu vivre sous ces conditions-là. Il n'y a qu'une seule loi pour Rousseau qui, par sa nature, exige un consentement unanime. Et pour lui, c'est le pacte social. C'est ce fameux contrat social qui permet l'association civile des citoyens. C'est l'acte du monde le plus volontaire, selon Rousseau. Tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. Alors, il croit à cette idée qu'il y a nécessité d'un pacte social librement consenti entre les citoyens pour renoncer à certains droits, finalement, plutôt qu'un modèle où ces droits sont imposés par un suzerain qui est choisi arbitrairement, qui s'est installé arbitrairement. La souveraineté, c'est-à-dire l'autorité politique, découle de la volonté générale chez Rousseau dans le contrat social et réside essentiellement dans le peuple. Alors, vraiment, il y a un déplacement par rapport à ce qu'on a vu chez Hobbes ou chez Locke, qui ne remettait pas en cause le régime monarchique. Hein. Ça va de soi. On peut continuer comme ça. Tant que le roi est d'accord pour protéger la propriété privée ou nos libertés ou notre sécurité, nous, on n'a pas de misère avec ça. On peut vivre avec l'idée d'un souverain. On n'appelle pas au renversement de la monarchie. Rousseau va beaucoup plus loin. Il dit que la seule souveraineté, la seule souveraineté véritable, c'est celle de l'autorité publique, de la volonté générale, et elle réside essentiellement dans le peuple. Elle ne peut s'aliéner, dit Rousseau, si un peuple laisse un homme lui imposer sa volonté personnelle, il n'y a plus de peuple ni de gouvernant, mais un maître et des esclaves. Pour lui, c'est vraiment un régime d'esclavage que celui de la monarchie, tel que vécu à l'époque. La volonté générale peut seule diriger les forces de l'État, ajoute-t-il, selon la fin de son institution, qui est le bien commun. Alors, il se préoccupe justement de ce bien commun. C'est ce qui doit motiver l'action des citoyens, l'action démocratique. C'est comment chercher le bien de la collectivité, le bien et le bonheur et le confort des uns des autres. Pas travailler à enrichir les plus riches, les puissants, pas travailler à devenir une puissance guerrière qui inspire la terreur et tout ça. Non, travailler au bien commun, mais pas seulement de sa société, mais de l'humanité entière éventuellement, en commençant d'abord par chez nous. Le gouvernement constitue seulement un pouvoir subordonné au pouvoir souverain chez Rousseau, c'est-à-dire au peuple qui lui confie seulement l'administration de l'État. Alors, si ce gouvernement impose sa propre volonté, s'il ne fait pas de cas de la volonté populaire, s'il n'écoute pas son peuple, le pacte social est rompu. Et tous les simples citoyens rentrés de droit dans leur liberté naturelle sont forcés, non, mais pas obligés d'obéir. Alors, on peut forcer les gens à obéir, mais ils ne sont pas obligés moralement de le faire.
La réflexion politique est liée à l'idée que Jean-Jacques se fait de la liberté et il est manifestement soucieux de préserver les hommes de toute dépendance personnelle. Il voit dans la force des lois la seule garantie contre les relations d'autorité qu'entraînent toujours l'arbitraire et la domination. Il soutient que le citoyen demeure parfaitement libre en se soumettant à la volonté générale. Alors, ce n'est pas renoncer à sa liberté, ce n'est pas s'aliéner que de s'embarquer dans ce pacte social. Il demeure libre et les libertés des uns et des autres sont garanties par cette association qui va mener à voter des lois qui vont dans le sens de l'intérêt commun, du bien commun, justement. Alors, on comprend dès lors l'impact antimonarchiste d'un traité qui conteste implicitement, finalement, la souveraineté des rois. Je ne dirais pas implicitement, c'est plutôt explicitement la souveraineté des rois, et ne considère comme légitime, finalement, que la démocratie. Parce que c'est à ça qu'on aboutit, en fin de compte. Le modèle que retient Rousseau à la fin, auquel il adhère, qu'il propose comme à l'adoption finalement des uns des autres, c'est le modèle démocratique. Et si on vit aujourd'hui encore en démocratie, c'est entre autres grâce à Rousseau, qui s'est fait le promoteur de cette idée-là, tout tourné qu'il était, tout entiché qu'il était de l'Antiquité, il va chercher ses modèles, bien sûr, de ce côté, dans l'expérience qu'ont fait les Grecs de la démocratie, mais pour l'améliorer, pour essayer de faire mieux, parce que ça n'a pas marché très bien chez les Grecs. L'idée était bonne, mais l'application a eu des ratés. Et il essaie de proposer un modèle amendé, propre à assurer le bien-être des uns et des autres. Alors, des idées très nobles. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit seulement préoccupé par sa propre gloire. C'est quelqu'un chez qui on reconnaît véritablement un souci de justice sociale, d'équité, de valoriser les principes de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont au cœur de la République française, de sa Constitution, qui, je pense, est largement tributaire de Rousseau. Et notamment dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, on retrouve des clins d'œil, des citations presque de Rousseau dans la Déclaration des droits de l'homme. Et je pense qu'on lui doit beaucoup, moi, contrairement à certains de mes collègues qui s'emploient à minorer, à minimiser l'impact du contrat social. Je pense que ça mérite d'être revisité, même si les témoignages ne sont pas si nombreux. Il y en a quand même qui sont assez substantiels. Et puis, la force de l'évidence. Regardez les circonstances, regardez comment tout ça s'emboîte, regardez la chronologie. Il y a tout lieu de penser qu'effectivement, il y a eu un impact là. Et je pense qu'on est redevable à Rousseau. Alors voilà, on arrive au terme de cette présentation. Nous voici au soir, non pas au séjour de Mont-Louis, où on a commencé notre excursion, notre promenade d'aujourd'hui. Nous sommes à Genève, de retour à la maison qui a vu naître Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'est sa maison natale qui existe encore aujourd'hui à Genève. Et je pense que ça allait de soi pour rendre hommage à ce citoyen de Genève de retourner dans cette ville qu'il a tant chérie et qu'il a vu naître pour le quitter, pour lui dire au revoir. Et pour quitter aussi le propos de notre cours, en fait, pour l'essentiel, on laisse Rousseau derrière nous. On en vient maintenant à la préparation de l'examen. Et c'est là que je vais faire mon big reveal promis à l'entrée, c'est-à-dire que j'arrête ma présentation et je vous montre en fait que depuis le début, on n'est pas à l'UQAC. Depuis le début, on est chez moi. Et vous aurez peut-être un choc de voir que finalement, tout ça se passait au même endroit que la session dernière. Alors, vous avez derrière moi donc un écran vert qui était là tout du long, qu'il fallait à chaque fois installer. C'était pas de la tarte, hein, OK? À chaque fois, il fallait lutter avec ça. Et si je me tourne, vous allez voir, je vais aller comme ça, vous allez voir le même décor que tout au long de la session dernière. Mon fauteuil, le même que à l'automne. Et voici, ici, j'ai mon écran vert que je devais plier à chaque fois, avec lequel je me bats un peu à tout moment. Parce que, bien sûr, ça ne se passe jamais comme on veut. Il n'y a pas eu de blessure grave? Dans un sachet. Il n'y a pas eu de blessure grave liée à ça? Parce que si ça ouvre d'un coup, là... Pardon?
n'y a pas eu de blessure grave liée à ça, parce que si ça ouvre d'un coup, ça peut Oui, casser un nez. il y a Là. beaucoup de ressorts. Je l'ai appris à mes dépens quelques fois. Il y a beaucoup de ressorts. Franchement, c'est pas toujours évident à manier, mais c'est assez commode. Vous voyez, ça vient dans un sac comme ça. Et puis, c'est très compact, en fin de compte. Et ça m'a coûté la bagatelle d'une centaine de dollars. OK? Tout ça pour vous faire croire, l'espace d'un trimestre, qu'on était toujours à l'UQAC Ben, et ça que a la situation fonctionné. était normale. Mais Ça a je pense fonctionné. que l'investissement valait la Ah oui. peine. Ah oui. Et je pense que c'était sympathique quand même Oui. de cette façon. Alors, oui, l'éclairage, vous voyez, j'ai un éclairage d'appoint en arrière, là, plutôt ici, qui assure un équilibre des couleurs. Il y a toute une technique. J'ai de l'éclairage de chaque côté. Je me bats avec ça. Ce n'est pas de tout repos, mais je pense que ça l'a rendu l'expérience sympathique, je crois, enfin j'espère. Et j'espère que vous avez apprécié cet effort de retour à la normalité, même si c'était une illusion. Alors voilà, je vais maintenant arrêter l'enregistrement et vous remercier avant publiquement, chaleureusement de votre participation, de votre présence, de votre assiduité. Vous êtes nombreux à vous présenter semaine après semaine, malgré les circonstances difficiles. L'espoir est là, les choses s'améliorent. L'UQAC a annoncé le retour à la normalité, là, c'est clair, à l'automne prochain. Donc, on va se retrouver bientôt. On va tous se sortir de cette crise plus tôt que plus tard, vous allez voir. Et ça va être un plaisir de vous retrouver à cette occasion. Mais d'ici là, ne manquez pas mes capsules, mes carnets du professeur en vacances sur YouTube. Merci beaucoup et bonnes vacances.